Salut à tous, bienvenue, c'est Soukhot, évidemment, en tout cas ça approche, vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants, vous avez envie de découvrir Israël avec vos pieds, mais évidemment vous ne savez jamais combien de temps ça va durer, où aller, quoi faire. Donc on s'est dit qu'on allait inviter un super guide, il s'appelle Rafi Izbitski, je l'ai un peu écorché mais c'est pas grave, il va pas se fâcher, il est avec moi et surtout il va vous détailler pratiquement comment faire pour arriver au parcours qu'il propose et puis surtout combien de temps ça dure, quelles sont les conditions, un truc pratique comme on les aime. Bonjour Rafi. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, bon prochain. On est très content que tu sois là parce que c'est vrai que on sait, tout le monde le dit, que Soukhot c'est le moment pour sortir, découvrir le pays, marcher. Mais on ne sait pas trop comment faire quand on n'a pas grandi ici, quand on ne connaît rien, c'est pas toujours évident. Donc on attend tes précieux conseils. Voilà, alors c'est effectivement, comme vous le dites, c'est... Tu me vous vois. C'est effectivement comme tu le dis. On est en studio. Ouais, bah, c'est pas grave. C'est effectivement comme tu le dis, Cathy, donc c'est la période où on se balade. Et donc avant que je commence à donner les détails et les précisions sur ce parcours, j'aimerais dire que il y a énormément de monde qui viennent, et je donne un conseil pratique qui ne sera sûrement pas pris à la lettre, parce qu'il y a le matin, certains vont prier, etc. Plus tôt vous arrivez, et plus vous avez le terrain pour vous. Plus tard vous arriverez, et plus vous aurez de monde. À bon entendeur, vous faites comme vous voulez. D'accord. Alors on va où ? Dans quelle direction ? Dans quelle région d'Israël ? Très bien. Alors nous allons dans la direction de la forêt de Netzarim. Un très bel endroit. Un très bel endroit. La forêt de Netzarim, c'est un complexe forestier se trouvant entre Jérusalem et Beth Shemesh, où on avait à l'époque environ 2500 hectares de forêt. On en a moins vu qu'il y a des routes qui ont été créées. Et alors, je vais donner deux possibilités pour y arriver. Si nous partons de Jérusalem, nous avons deux possibilités pour arriver à l'endroit où je veux vous faire arriver. Soit vous sortez par la pittoresque région de En-Kerem, le petit village, en fait c'est un quartier de Jérusalem qui s'appelle En-Kerem. On suit la route dans la montagne, mais c'est un peu long. Vous suivez la route 386 qui est merveilleuse. Vous arrivez à un carrefour et vous tournez à droite. Entre Netzarim et Bar Giora, vous laissez votre voiture. Si vous avez des petits-enfants ou que vous n'êtes pas de très bons marcheurs, vous allez faire un parcours qui est un parcours rond, donc un parcours circulaire, où vous reviendrez à l'endroit où vous avez garé la voiture. Il y a des parkings indiqués ? Il y a un parking qui est là-bas. En fait, il y en a deux. Il y en a un sur la droite qui est celui de Ktalav, un autre parcours que j'avais proposé en été au mois de juillet. Et vous avez également un petit parking entre Bar Giora et Netzarim. J'ai dit petit, ça veut dire que vous arrivez à 9-10 heures du matin, vous aurez de la place. Après, vous arrivez à midi, vous en aurez moins. Alors, la forêt de Netzarim, ok, pour y faire quoi ? Alors, le but, c'est une balade pédestre, d'accord ? Donc ça, c'est une option que je vais vous donner. Oui, on va faire plusieurs options, mais disons une option longue pour ceux qui ont toute la journée. Pour ceux qui ont toute la journée, vous allez arriver... Si vous venez de Jérusalem par la route, ce qu'on appelle en hébreu Kfish HaMinarot, qui est la route 475, donc vous prenez la route Begin, la route numéro 50 si je ne m'abuse, et vous arrivez après le checkpoint, après le passage de Gush Etzion, vous tournez à droite en direction de la bourgade de Beta, d'accord ? Vous passez de nouveau le checkpoint et vous arrivez en bas, ce sera marqué Ramat Bet Shemesh. Ok. Vous tournez là-bas, et avant le village de Zanoir, vous laissez votre voiture, et vous suivez un chemin blanc, rouge, blanc. Donc un chemin de randonnée qui est marqué, bien évidemment. Exactement. Bon, il y a des cartes aussi, on peut prendre aussi une carte pour s'aider. Voilà, vous pouvez prendre la carte. Balisé, c'est une balise. Donc c'est balisé, vous pouvez prendre la carte Mevot Yerushalayim. Si je ne m'abuse, c'est la carte des parcs nationaux numéro 10, mais je pourrais me tromper. Mevot Yerushalayim, Prosdor Yerushalayim. Alors ça, prenez ce conseil à la lettre, parce que ça vous servira surtout dans d'autres tioulim, c'est génial. Voilà, il ne coûte pas trop cher, à peu près 70 shekels, donc c'est quelque chose de pratique. Pour ceux qui aiment les randonnées, ça vaut la peine. Vous continuez, donc vous allez en direction... Donc c'est balisé, quelle couleur ? On répète la couleur. Rouge, donc blanc, rouge, blanc. Blanc, rouge, blanc, ok. D'accord ? Toujours, donc on a blanc et blanc, et au milieu on a le petit signe, donc c'est rouge. Qui ne veut pas dire, je le dis aussi tout de suite, parce que c'est des questions pour ceux qui étaient comme moi, skieurs à un moment dans leur vie. Ce qui ne veut pas dire que c'est dangereux. C'est dangereux. Donc il n'y a pas des pistes noires, des pistes rouges et des pistes bleues. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est la couleur de la balise. Ok. Vous continuez tout droit et vous arriverez sur la gauche à peu près
une demi-heure de temps. De marche. De marche. Sous le cagnard? Non, justement, l'avantage et la raison pour laquelle je donne ces parcours, c'est parce qu'ils sont relativement ombragés dans la mesure où nous sommes dans une forêt. C'est justement l'avantage de se promener dans une forêt. C'est bien pour cela, je veux dire, tant qu'il fait chaud, moi je pense qu'il y a deux choses qu'il faut avoir, de l'ombre et de l'eau. C'est généralement quand on peut. Quand on peut pas, eh bien ça marche pas comme ça. Alors après une demi-heure, on arrive où? Après une demi-heure, on arrive dans une grotte qui s'appelle Marat Atomim, la grotte des jumeaux. En fait, c'est deux grottes. Ces deux grottes qui sont presque l'une après l'autre. Peut-être qu'on va avoir des images, d'ailleurs, on en voit. Ok, voilà. Et dans la seconde, si vous voulez, donc là, vous voyez sur cette image que vous rentrez donc par les escaliers, vous avez une première grotte. On raconte là-bas, il y a une sorte de pierre comme ça qui est restée comme une épée dans la terre. On raconte une histoire comme ça, une belle histoire d'un prince fils de prince qui était amoureux d'une jeune fille. Et puis, il y a eu des brigands qui sont venus. Donc, on appelle ça... Il y en a certains qui appelaient ça à l'époque aussi la grotte des brigands. Okay. Et puis, il a essayé de la défendre. Il a sorti son glaive. Et son glaive est resté planté dans le sol et est resté comme ça. Alors, on appelle ça également la grotte de la glaive ou la grotte jumelle. C'est une histoire qui est racontée généralement. Ça rappelle l'histoire de Merlin l'Enchanteur. Voilà. Là, ça sera le fils de Cher qui était l'enchanteur aussi, le fils du prince. Okay. Et on rentre dans une deuxième grotte. Et là, j'aimerais que les visiteurs fassent très attention à ce qu'on dit parce que c'est très important. Il y a des chauves-souris. Alors, dans la grotte, il y a des chauves-souris. Dans la deuxième, il y a des chauves-souris. Okay. La grotte est très sombre. Il faut prendre une bonne lampe de poche. Je répète, une très bonne lampe de poche. Et il faut ne pas effrayer les chauves-souris. Comment on fait pour ne pas les effrayer? Alors, on peut éclairer un petit peu, mais dès que vous voyez qu'ils font un peu de bruit, etc., il ne faut pas leur mettre la lumière dans les yeux. D'accord? Okay. Ce n'est pas bien, ça les aveugle. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit. Et la Société des parcs nationaux le demande. Donc même les enfants qui aimeraient bien, on fait attention aux chauves-souris. On ressortira par le même endroit où on est rentré. D'ailleurs, on n'a pas d'autre possibilité. Et on continue sur ce chemin, rouge, donc blanc-rouge, en direction de l'Est, donc en direction de Jérusalem. On continue toujours en direction de l'Est. Et là, on arrive à Ein Itab, ou plutôt, pardon, à Khirbet Itab, excusez-moi, on a Ein Soufflé qui est en bas. Khirbet Itab, Khirbet, donc c'est de nouveau une grotte, des vestiges. Et c'était un ancien village arabe. Et de là, on a une vue magnifique sur Jérusalem et les montagnes de Judée, mais magnifique, splendide. Il n'y a plus rien aujourd'hui, c'est des ruines? Alors, c'est principalement des ruines. Et en dessous, il y a un village également avec toute une histoire, surtout de la guerre de 48, entre les forces de la Haganah et la légion jordanienne. On est dans toute la région des 35 du Gush Etzion. On est dans toute la région en contrebas du monastère de Bet Jimal où sont partis ces 38, finalement 35, qui ont été tués dans l'histoire du Gush Etzion. On est dans une zone qui, pendant la guerre de 48, historique. est une zone historique et une zone de guerre. D'accord ? Mais on a, comme je l'ai dit, une vue magnifique. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on se balade dans la forêt, donc on a des arbres partout, puis tout d'un coup, on arrive en haut, et on a une vue comme ça, et ça, c'est vraiment... super. Le ciel s'ouvre sur Jérusalem. Le ciel s'ouvre sur Jérusalem et sur les montagnes de Judée. Maintenant, pour ceux qui sont partis... Alors, est-ce que c'est safe? Parce que ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver, qui sont nouveaux immigrants, je pense toujours à eux parce qu'ils ne parlent pas très bien l'hébreu, mais ils ont envie aussi de découvrir le pays. Ça craint rien? Ça va pour eux? Il y a trois choses que j'aimerais dire. D'accord? Ouais. La première, je demande de faire cette excursion en groupe. On ne part pas tout seul. C'est beaucoup mieux. Deuxièmement, si vous avez une arme ou un moyen de défense légitime et permis, autorisé par l'État, prenez-le avec. Troisièmement, dans ces périodes-là, principalement pendant les fêtes, il y a du monde. Donc en général, c'est safe. Ça répond aux attentes de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand vous êtes à Khirbet Itab, ceux qui sont partis depuis En Karem par la route 486 et qui ont tourné à droite sur la route 3855, qui ont parqué leur voiture... Une mine d'informations, ce Rafi. Qui ont parqué leur voiture, vont se retrouver au même endroit. D'accord? Donc prenons la famille Catan, ou la famille Cohen, ou la famille Ohayon. D'accord? Les bons marcheurs, donc les baraqués de 18-19, ils sont partis par le bas. D'accord? D'accord. Le papa, la maman et les deux petits de 6 et 7 ans sont partis par le haut. Ils ont deux voitures, ils vont se rencontrer là-bas. Ok. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Ensuite, vous allez Est-ce qu'on peut manger sur le parcours? Parce qu'on marche, mais il faut une petite pause quand même. On peut manger, il n'y a pas de problème là-dessus.
Vos déchets, vous les prenez avec vous, vous les laissez pas. Donc on peut manger, ça veut dire qu'on pique-nique, on apporte avec soi des choses, parce qu'évidemment il n'y a rien, j'imagine. Voilà. Il n'y a pas de buvette, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de souka non plus sur place. Il n'y a pas de souka non plus. C'est important de le préciser. Voilà, pour ceux qui ont emmené du pain avec, ça pourrait être un problème. Ouais. Voilà, il n'y a pas de souka de ce côté-là. Ensuite, vous continuez sur le rouge et vous avez un endroit qui s'appelle N soufflé. Comme un soufflé. N ou N sifflé, si vous préférez, d'accord. Et ensuite, de nouveau, alors il y a deux possibilités. Ceux qui ont pris le parcours qui est plus simple, donc de Barguera, depuis la route 3855, ont pris un parcours également rouge. Ils reprendront depuis N soufflé un parcours qui est noir, donc blanc et noir, et reviendront à leur voiture. Ou alors ils ont commencé inverse, ils ont pris le blanc et noir, ils sont arrivés à Khirbet Itab, et ils retournent à leur voiture par le rouge. Il faut bien prendre une carte avec soi, je pense que ça peut aider quand même. C'est toujours mieux, oui. C'est mieux. Je pense même que c'est indispensable. Voilà. Ou alors trouver quelqu'un de proche. Normalement, il faut prendre des... qui connaissent. Pour les guides, c'est même obligatoire. Il y a une loi qui nous oblige à prendre ce genre de carte. Voilà. Mais c'est prix tout à fait raisonnable. Donc, ensuite, il me semble même qu'on peut les descendre de l'Internet, si je ne m'abuse. Donc, on peut regarder. Oui, et puis aujourd'hui, on a plein d'applications sympas pour voir où on se situe. C'est beaucoup plus simple avec le GPS, etc. Alors, parcours pour toute une journée, on l'a dit. Alors, parcours pour toute la journée, ce que j'aimerais préciser, vous continuez ensuite en direction du sud-ouest, toujours avec le chemin rouge et blanc. Vous arrivez à une petite source qui s'appelle Ein Mata, d'accord, une petite. Ça, c'est sympa, un peu d'eau. Un peu d'eau. Par contre, il faut être relativement mince et puis surtout ne pas rentrer 18 dans cette source d'eau, c'est problématique. Pourquoi relativement mince? Parce qu'elle est un peu étroite. Elle est un peu étroite. Pour les plus volumineux, ça va aussi, mais un par un, ne pas le faire à 10 à la fois, ça marche pas comme ça. Et ensuite, vous pouvez monter à Khirbet Hanout, qui est... c'est des noms incroyables. Voilà, Khirbet, ça veut dire Khourva en hébreu. Khourva, ce sont des ruines. Donc, ce sont des ruines. Ce sont des ruines, en fait, on a retrouvé, en fait, à l'époque des Mameluks, des vestiges de ce qui était peut-être une église, excusez-moi, de l'époque byzantine. Et un chercheur français, Roland Guérin, qui est passé par là-bas en 1863, a trouvé une sorte de monument de pierre de 7 mètres de haut. Et lui prétend que c'est la tombe de Goliath. Après, ça se discute, mais enfin, toujours est-il que les choses sont comme ça. Et pour ne pas léser cette mosaïque, les chercheurs, après le 19e siècle... Parce que tu nous l'as pas encore dit, mais là-bas, il y a des mosaïques, en fait. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça qu'on va jusqu'à là-bas, quoi. Exactement. Exactement. Et vous arrivez sur le chemin 475. On voit d'ailleurs les images, c'est vraiment très, 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 très beau, parce que elle est quasiment... elle est vraiment bien conservée, quoi. Exactement. Et ça, c'est très important. Elle est bien conservée parce qu'ils ont mis un tapis dessus. Ça veut dire les gens de l'église ont mis un tapis pendant des années dessus pour qu'on ne puisse pas l'abîmer. Et alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on enlève ce tapis et on a une petite vue sur cette mosaïque. Donc, elle est effectivement très très bien préservée. Pour les fans d'histoire, d'archéologie, voilà. C'est encore une raison supplémentaire d'aller dans cette région. Donc en fait, un parcours pour toute la journée, un parcours qui peut durer 3 heures. Si on fait, on retourne au parking, quoi. On fait le tour. Exactement. En fait. On revient sur ses pas. Ouais. On fait une boucle et puis un parcours. On peut faire aussi un parcours de 5 heures en fonction du moment. Enfin, de la région où on commence, quoi. Exactement. Et puis peut-être encore une troisième proposition. On peut commencer à Khirbet Hanout, donc cette mosaïque qu'on a vue, qu'on voit. On vient de voir. Et on descend par un chemin qui s'appelle le chemin du César. C'est là où notre ami, qui n'est pas vraiment notre ami, le César Adrien, le même qui a persécuté Bar Korba, parce que les Juifs ne voulaient pas se prosterner devant lui, celui qui a changé le nom de Jérusalem en Ilia Capitolina parce qu'il s'appelait Ilius Adrianus, le premier qui a suggéré d'appeler la province de Judée la province palestinienne parce que les Philistins humiliaient les Juifs. Eh bien, Monsieur Adrien, il avait un chemin spécial pour monter à Jérusalem. Il voyage pas comme tout le monde en Subaru par le chemin 475 ou en Mitsubishi. J'ai pas fait de publicité, je vends pas des voitures. Et donc, il avait son chemin spécial. Et ça, c'est un chemin qui est à l'ombre, qui est sympa, qui est pour toute la famille. Et on a même classique un Bet Abad, c'est-à-dire un presse-olive, où on a encore cette pierre là-bas, ce qu'on appelle Yam Memel, où il y avait un baudet avec une sorte de grande tronc d'arbre, comme ça, qui pressait les olives. Tourner la roue pour écraser la roue. Et on a un presse-olive, et donc on a avec ça recouvert 3 ou 4 jours ce chemin ou pas?
Alors ce chemin, c'est un Shvil Israël. Donc Shvil Israël, c'est orange, blanc et bleu. C'est les chemins nationaux. Il est très très bien fait. Il est en bord de route. Ça. Il n'y a pas de problème. On peut le prendre aussi. Il n'y a pas de problème. J'aime bien, on a 3 belles idées de parcours. J'espère que ça vous aura séduit. Voilà, en tout cas, bien évidemment, on peut monter sur ton site pour voir si il y aura peut-être cette information bien détaillée. www.izbitour.com. On peut bien sûr appeler. Rafi, on peut t'appeler pour avoir des précisions, pour parler avec toi, pour voir ce qu'on peut faire. 050 58 63 988. Appréciez, parce que ce n'est pas tous les guides qui révèlent leurs secrets, les adresses, comment faire, etc. Donc nous, on a beaucoup apprécié. On espère que vous allez en profiter pour découvrir cette région de Nessarim. Bon, moi, j'ai rajouté un petit truc. Si vous avez très très chaud, s'il fait très très chaud, vous pouvez toujours essayer de vous incruster au Moshav de Nessarim, où il y a une superbe piscine. Alors, elle n'est pas toujours ouverte au public. En général, c'est des groupes, mais vous pouvez tenter l'aventure. On ne sait jamais. Et là, alors là, vous ferez kiffer toute votre petite famille. Voilà. Merci, Rafi. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Chag Sameach. Chag Sameach. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.